Mesdames, Messieurs, je suis ravie en tant que présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine d'accueillir ce colloque et de remercier d'ailleurs les organisateurs, Monsieur François de Coster, qui est vice-président au Conseil régional des Hauts-de-France pour la culture, Madame Sylvie Roger, directeur du mécène de la Caisse des dépôts, qui a aidé à ce projet. Je crois qu'il y a aussi la mission Bassin Minier qui est très active et qui fédère l'ensemble des actions. Et puis je voudrais remercier aussi quand même Philippe Prost pour sa présence dans cette région et son action. Il y a quelque temps, Philippe m'a emmené visiter un peu la région. Nous sommes arrêtés dans 2 endroits. En particulier, évidemment, nous avons visité l'anneau de la mémoire. Et comme vous le savez sans doute mieux que moi, il y a dans cet anneau 2 meurtrières. Et il m'a dit, voilà, d'un côté, la cause, les terrils, de l'autre côté, les effets, l'église en ruine du village. On pourrait se dire que les guerres pour le contrôle de l'énergie se perpétuent et se reproduisent malheureusement au cours des temps. C'est un territoire marqué par l'histoire industrielle, par l'histoire avec un grand H, par l'histoire aussi ensuite d'une déshérence pendant un certain nombre de décennies. Et c'est la double raison pour laquelle je suis particulièrement contente que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine soit le lieu de votre rencontre, de vos travaux. D'abord parce que patrimoine, c'est du patrimoine au même titre que les autres, et vous le savez bien puisque nous fêtons un anniversaire, le 10e anniversaire du classement au patrimoine mondial. Un patrimoine dont l'Europe a petit à petit pris conscience. Il y a des exemples fameux de restructuration de sites en Allemagne notamment et dans d'autres bassins de ce genre. Et puis aussi parce que la Cité a à cœur d'être en lien, impliquée dans des chantiers dans les territoires. C'est le cas à Caen, sous une toute autre forme. C'est le cas peut-être bientôt dans d'autres villes comme Corbeil-Essonnes ou Laon ou Saint-Denis. Et donc ce lien avec ce qui se passe en architecture et dans le domaine du patrimoine est pour nous très important. Nous sommes le seul établissement public de la direction de l'architecture au ministère qui porte ces politiques publiques et cet intérêt pour la décentralisation des actions. Et enfin, parce que finalement, un architecte nous disait il y a peu de temps, le béton a été la matière de l'architecture au XXe siècle. La matière de l'architecture au XXIe siècle sera le patrimoine. Parce que, comme vous savez, on ne détruit plus, on essaie de transformer. C'est ça aussi une des grandes causes écologiques de l'architecture. C'est un enjeu de transformation de l'existant et non pas de destruction et de reconstruction. Une valeur portée très haut par la France puisque l'avant-dernier Pritzker a été décerné à un couple d'architectes, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui ont fait de cette transformation leur porte-drapeau, et presque, je dirais, une mission qu'ils ont réussi déjà dans beaucoup de lieux, notamment dans la reconversion de certains sites de logement de masse à Bordeaux. Et donc, oui, le patrimoine, en fait, acquiert une nouvelle valeur maintenant. Elle n'est plus seulement un témoignage poussiéreux du passé, comme certains le croient encore, mais elle devient une valeur active de l'avenir. Et ça, c'est fondamental. Je pense que M. de Coster ne me dira pas l'inverse. Donc je vous souhaite la bienvenue et de très bons travaux, une très belle journée parmi nous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Catherine Chevillot, pour vos propos. Et évidemment, vous vous en doutez bien, venant de Saint-Omer, venant de la région Hauts-de-France, je ne puis qu'être tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire. Merci de nous accueillir.
d'accueillir ce collectif qui est engagé pour le bassin minier depuis tant d'années. Ils vont se reconnaître. Nous les accompagnons avec la région, avec les équipes successives de la région. J'ai eu plaisir à retrouver Jean-François Caron. Nous avons partagé il y a quelques années l'hémicycle. Je suis très heureux de retrouver l'équipe de la mission bassin minier. Et puis, vous me permettrez, Madame la Présidente, de dire quelques mots en remerciant Philippe Prost de m'avoir aussi accompagné dans ma propre réflexion sur le patrimoine, parce qu'il y a une espèce de hasard, ou peut-être pas un hasard d'ailleurs, des calendriers. Mais je rapportais à Philippe Prost le résultat du vote du conseil municipal de Saint-Omer, il y a quelques jours à peine, samedi matin, qui a dû donner son avis sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur dans le cadre du site patrimonial remarquable de notre ville. Et je crois que le travail qui a été réalisé par lui-même, par son équipe, explique l'unanimité qui a entouré ce vote du conseil municipal. Et ce que vous venez de dire, Madame la Présidente, je crois, reflète les raisons pour lesquelles, finalement, des oppositions, une majorité, se sont retrouvées autour du patrimoine, autour d'une volonté d'en faire non seulement, évidemment, un vecteur de fierté, d'identité, mais peut-être plus encore important à nos yeux, en tant qu'élus, de faire de ce patrimoine une vraie force pour l'avenir que nous souhaitons construire ensemble. Et donc je suis assez heureux de me retrouver quelques jours plus tard seulement, ici même, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, pour célébrer ce 10e anniversaire de l'inscription du bassin minier à la liste prestigieuse du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais citer Philippe Prost, sa modestie va en souffrir, j'en suis désolé, mais cette phrase m'a accompagné. Les plus de 4000 hectares et 28 000 habitants du bassin minier inscrits par l'UNESCO ont porté la question patrimoniale et architecturale à une échelle et sur un terrain rarement abordé. La forte présence de l'habitat minier en particulier, petit patrimoine vernaculaire, vivant et habité, interroge sur la compatibilité du processus de conservation qui vise à arrêter le temps avec la nécessaire adaptation inhérente au fait de l'habitat. Je trouve que cette phrase, elle résume finalement la double ambition qui est portée dans une inscription. C'était un motif de fierté. Je voudrais vraiment souligner tout le travail et l'engagement de toutes les équipes, de ce que Jean-François et tous ceux qui l'ont entraîné dans cette préparation de cette inscription. C'était une certitude que ce qui avait été réalisé par des générations et des générations sur ce bassin minier avait une vocation à être dit, valorisé, expliqué et quelque part célébré au plan mondial. Et je crois que c'est une force absolument incroyable qui a dégagé tellement et tellement d'énergie qu'il faut encore 10 ans plus tard célébrer. Parce que cette force, je le crois sincèrement, doit continuer à nous habiter. Elle a habité beaucoup de décisions qui ont été prises par l'État depuis le SIAT du 15 décembre 1998, qui a créé la mission bassin minier. C'est aussi l'ERBM, ses annonces en 2017. C'est la convention pluriannuelle d'objectifs d'aujourd'hui, de 2021-2023, et qui rappelle sans cesse finalement que cette démarche, elle ne peut être que collective. Et la région Hauts-de-France, évidemment, qui a succédé à la région Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie, s'inscrivent naturellement dans cette démarche collective qui est une méthode qui certes a conduit à l'inscription, mais qui est une méthode qui doit continuer à conduire les transitions, la fabrique des transitions qui sont aujourd'hui absolument nécessaires. Et vous posez cette question de la réussite d'une transition juste, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi une autre question qui aurait pu être
de réussir juste une transition. Et c'est là où, évidemment, l'ordre des mots, mais aussi l'ordre des événements a son importance. Je crois qu'il fallait passer par cette inscription pour pouvoir nous entraîner aujourd'hui, toujours à nous tourner vers une ambition pour l'avenir. Et permettez-moi de citer Jean-François Caron, « Faire la ville, c'est la coproduire ». Je pense que pour assurer une transition juste, il faut absolument que cette transition soit vécue, elle soit souhaitée, elle soit construite, co-construite aussi avec les habitants. 1 200 000 habitants du bassin minier, une pléiade de collectivités finalement, les communes, les intercommunalités, au moins 2 départements, une région, c'est l'État. Mais comme le dit Philippe Prost, ce sont aussi une pluralité, une diversité aussi de propriétaires. Et c'est tout cela l'enjeu finalement, Madame la Présidente, d'avoir finalement un patrimoine qui nous est certes commun, une architecture qui peut s'individualiser et de faire de cet assemblage finalement un terrain commun et partagé. Donc je crois sincèrement que nous sommes ici pour continuer à assurer que nous allons coproduire l'avenir du bassin minier. Coproduire l'avenir du bassin minier aussi en nous souvenant des recettes, celles qui ont fait qu'on a forgé un modèle de société, un modèle d'organisation, un modèle de ville aussi, en aménageant le bassin minier. Et je crois qu'un anniversaire, c'est bien sûr un temps de commémoration, de célébration, mais cela doit être, et c'est pour cela que nous sommes réunis, un moment de réflexion. Réflexion sur tous les enseignements que l'histoire nous apporte de la manière dont on a souhaité déjà, à l'époque, eh bien, mettre en avant la question de la sobriété de l'utilisation de l'espace. C'est finalement au temps du zéro artificialisation nette, eh bien, un rappel de la modernité finalement des recettes qui ont conduit l'aménagement du bassin minier. Mais c'est la question aussi de la présence de la nature aussi dans les espaces urbains. C'est aussi la question de la présence de la culture et du partage qu'elle sous-tend pour pouvoir accompagner nos vies familiales d'une vie aussi culturelle et partagée. Et donc je pense que tout au long de cette journée, on regardera évidemment dans 3 directions. La direction du passé que nous commémorons, la direction du présent avec de fortes attentes, toujours, et très légitimes, à la fois des acteurs publics et privés du bassin minier, des habitants du bassin minier, mais naturellement, nous regarderons ensemble vers l'avenir. Et je termine en détournant le propos de Philippe Prost, qui nous invitait il y a peu encore à conserver le patrimoine pour réparer les vivants, en vous disant aussi qu'il me semble important de conserver les vivants pour réparer le patrimoine. Je vous remercie. Le projet de recherche qui est à l'origine du colloque d'aujourd'hui a voulu interroger et mettre en avant la question architecturale et sociale dans les dynamiques de transformation du territoire. La question du projet architectural et urbain, comme levier de transformation y est centrale. Elle permet de confronter et de démontrer la compatibilité entre le patrimoine bâti et le développement durable, entre la transformation et la préservation de l'identité culturelle des lieux. L'action de la Caisse des dépôts, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, à travers la Banque des territoires, est en lien direct avec l'ensemble de ces questions. En effet, la Banque des territoires soutient l'émergence de projets à fort impact territorial et sociétal, permettant ainsi de concilier à court et à long terme, le développement économique, la qualité de vie et la préservation du patrimoine naturel et culturel. Elle vise ainsi à permettre la création d'un cadre durable de vie et le développement économique en favorisant la cohésion sociale sur les territoires qui sont en transition.
Dans le bassin minier, plus précisément, la Banque des territoires est engagée pour la métamorphose du territoire à travers plusieurs dispositifs. Je ne vais pas tous vous les citer, ils sont nombreux, j'en citerai quelques-uns. Le programme Action Cœur de Ville et des territoires d'industrie depuis 2017. Je suis désolée pour les acteurs du territoire de la Direction régionale Hauts-de-France si j'en oublie. La rénovation de cités minières via CDC Habitat, une filiale immobilière de la Caisse des dépôts, qui est engagée aux côtés de maisons et cités et qui ont un objectif de réhabilitation de 20 000 logements. En 2019, une convention de partenariat a été signée avec plusieurs collectivités territoriales du bassin minier pour des territoires plus attractifs, plus durables, plus inclusifs et plus connectés. Ce partenariat a été renouvelé récemment en 2021 et a permis la création d'une foncière pour réhabiliter et remettre sur le marché une centaine d'actifs immobiliers. Pour faire face aux enjeux auxquels la société est aujourd'hui confrontée, l'architecture et le paysage doivent faire évoluer les pratiques. À travers son programme en architecture et paysage, le mécénat de la Caisse des dépôts souhaite faire émerger des projets de recherche innovants qui favorisent la prise en compte des impératifs écologiques et sociaux par les praticiens. C'est la raison pour laquelle nous soutenons le Louvre-Lens, dont les projets prennent en compte les facteurs culturels et sociaux, justement, pour le développement du bassin minier. Et c'est également pour cette raison que nous apportons notre soutien au projet de recherche qui est à l'origine du colloque d'aujourd'hui. Alors je vous souhaite à tous une très belle journée et un bon colloque. Merci.